c'est deux points qui est nécessaire. Et le secours et le son d'État dans leur forme de formation en informatique et de formation liée au mais il faut souligner que je pense déjà au gouvernement. Il faut également faire avec le monde l'entrepreneuriat, l'économie numérique et les défis de l'enseignement sur la validation de l'ES. C'est un bonjour. Merci. En doyen de la presse, bonjour, Sika. Je voudrais vous présenter le programme qui se décrit comme l'examen des différentes problématiques des échanges entre les parents et le public. Monsieur de reconversion en mettant notamment l'accent sur la posture de valeur. Mais comme ils ont dit aussi, le numérique permet de démocratiser l'accès à la connaissance. Ce qu'il faut dire pour les caractéristiques suivantes, c'est que le numérique se caractérise par le marché qu'on qualifie de marché IFAS. C'est-à-dire, si vous payez votre plateforme, vous avez en face de vous, par exemple, Google, comme on a cité Google, vous avez des gens qui viennent pour utiliser les services, d'autres qui viennent pour commercialiser quelque chose. Donc vous êtes l'intermédiaire entre les dispositifs. Pour certains, souvent c'est gratuit, mais rien n'est gratuit. Tout ce que vous faites, quelque part, il y en a qui payent. Donc c'est ça qui fait que souvent c'est des marchés très intéressants pour les initiateurs. Donc comme vous le savez aujourd'hui, presque l'économie est devenue numérique comme on vient de le voir. Mais l'autre grande caractéristique du numérique, l'économie numérique, c'est l'effet de réseau. C'est-à-dire, plus vous vous installez, plus vous avez la possibilité de mobiliser les utilisateurs potentiels. C'est comme si tout se passe comme si le premier arrivait et le premier décède. Si vous êtes pionnier, par exemple, en termes de téléphonie mobile, vous avez un réseau. Le réseau, les premiers appellent les suivants. Donc les gens ont intérêt à venir vers vous. C'est pourquoi la question soulignée ici en matière d'innovation et d'entrepreneuriat. L'idée, c'est d'aller très vite, de profiter au maximum de ce qu'on a dit, rapidement d'essayer de le mettre en place. Parce que si vous perdez du temps, l'autre qui vient le faire à votre place, il a tendance à mobiliser tout le monde. Ça, c'est les aspects un peu théoriques. Souvent, et c'est important souvent de rappeler. L'autre point, c'est sur les impacts dans l'économie numérique. Aujourd'hui, il est important de savoir qu'au Sénégal, dès que le lancement de la recherche va y revenir, il y a beaucoup de choses qui se font au niveau national, c'est ce qu'on appelle par exemple le Sénégal numérique 2025, où on fait des efforts au niveau du cadre juridique et institutionnel, le capital humain et les derniers points sur la confiance numérique. Au niveau de l'enseignement supérieur aussi, beaucoup de choses sont en train d'être faites. Pour le dernier point, on souligne la confiance numérique. Et elle se caractérise pour certains par le fait qu'il y a beaucoup de risques aujourd'hui aussi d'aller vers le numérique. Donc certains ont peur d'aller vers l'économie numérique tout simplement parce que vous vous exposez aussi. Le pays avait parlé de Facebook, on est mieux pour nous presque nos comportements. Ils arrivent à avoir beaucoup d'informations sur nous qu'on ignore souvent. Donc il y a des risques aussi de s'exposer. C'est pourquoi il est très important de mettre en place des dispositifs, notamment la question de la lutte contre la cybersécurité, les questions liées à la protection des données personnelles. Mais comme ils ont dit aussi, il est extrêmement important de mettre l'accent sur le partenariat. C'est M. Chekcham qui vient de le dire, puisqu'il faut que tout le monde soit en réalité connecté. Si on prend l'exemple de l'université, nous avons des jeunes qui viennent, des nouveaux bacheliers. Souvent, ils viennent déjà avec un profil. Avec un profil, nous, on fait que peut-être essayer de les pousser davantage. Mais s'il y avait une interconnexion depuis l'élémentaire jusqu'au secondaire, jusqu'au lycée, ça favorise en quelque sorte un processus qui peut continuer et permettre à tout le monde
s'en sortir. L'autre point sur l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, comme vous le savez, c'est un point extrêmement important. C'est un point extrêmement important. Donc, il doit être lié aux avantages, aux opportunités issues des technologies. Les gens ont parlé de la procédure de valeur. Je pense bien que la procédure de valeur peut faire l'objet d'une présentation simple. Jusqu'à chaque niveau, c'est une question de saisir des opportunités au niveau de la manière de produire, au niveau de la transformation des produits, au niveau de la conservation des produits, au niveau du transport, la distribution, la commercialisation, sur la consommation. À chaque niveau, il y en a qui se positionnent pour des niches pour entreprendre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui connaissent la commerce en ligne, etc. Les gens identifient cette chaîne de valeur et à chaque fois, il y a des possibilités de voir où intervenir de manière efficace et gagner sans grande difficulté. Donc les exemples, comme je viens de dire, il y a des plateformes de réservation de biens. Chaque secteur, tout à l'heure, on a parlé de nos pôles. Si on prend le pôle, par exemple, sciences économiques et sociales, nous avons le management du tourisme et de l'hôtellerie. Il y a beaucoup de choses qui se font au niveau des plateformes de réservation hôtelière. Donc nos étudiants sont conscients de ces opportunités. Mais comme on l'a dit, il est toujours important de les accompagner, surtout au démarrage, pour qu'ils aient des fonds et pouvoir compétir avec les autres. Il y a aussi des questions d'organisation de l'entreprise, la communication à distance, comme vous le savez, les questions de meilleur pilotage des systèmes, de gestion des commandes et d'efficacité productive. La poursuivante, pour gagner du temps. Donc, maintenant, il y a beaucoup de liens entre le numérique et l'emploi, parce que quand on parle d'entrepreneuriat, on parle avant tout de l'emploi. Le numérique se caractérise par l'automatisation de certaines tâches. Donc, souvent, les gens qui critiquent le secteur disent que c'est un secteur qui détruit les emplois, en réalité. Puisqu'il y a une forte concentration de main-d'œuvre quelque part, et il y a beaucoup de gens, c'est-à-dire on a au fur et à mesure, peut-être pas besoin d'une partie de la main-d'œuvre qui était là avant. Donc il faut être très stratégique au niveau de l'autorité aussi, pour voir là où on va mettre l'accent. Parce que si on s'engage activement sur ces questions, on peut aussi, sans faire attention, détruire des emplois. L'esprit maintenant, c'est dans cette logique de destruction, on crée aussi d'autres emplois. C'est comment faire en sorte que les gens qui ne sont plus opérationnels, comment les aider à se convertir pour les aider à trouver de nouveaux emplois. L'autre question aussi, c'est le numérique qui se traduit par un peu l'accentuation, en tout cas, ça accroît les inégalités. Les inégalités, parce que souvent, vous trouvez des gens qui vont gagner beaucoup. Et c'est un peu la disparition d'une classe moins utilisée avant. C'est-à-dire qu'il y aura des gens qui vont vraiment profiter du système et d'autres qui ne pourront pas faire grand-chose. Même si on veut faire la promotion, on ne peut rien aujourd'hui, on est soumis à cette dynamique. Mais l'autorité, son rôle, c'est d'encadrer davantage pour aider à la reconversion et mettre en place un dispositif pour lutter contre les inégalités. S'agissant de l'innovation, ils l'ont dit, c'est le financement d'abord de la recherche et développement. Parce que quand tu veux innover, souvent il y a des opportunités. Mais tu peux innover, ne pas être le seul à en profiter si tu n'es pas ouvert. Et parce qu'on sait que déjà il y a la question de la protection intellectuelle, je l'ai dit. Il y a la question de la régulation et du financement de l'innovation. Les résultats, souvent, c'est en plusieurs années. Et une fois que le produit est disponible, souvent ça peut profiter à tout le monde s'il n'y a pas de mesures d'accompagnement. Donc ça peut ne pas inciter à innover. L'innovation aussi dépend du niveau de la concurrence. Souvent les gens innovent lorsqu'ils se sentent menacés par d'autres qui sont là qui peuvent les dépasser. Donc l'innovation, ses caractéristiques sont liées au financement de l'innovation et au niveau de la concurrence. M. Tchamousia, si vous parlez d'un point très important, c'est le dispositif incitatif. Souvent, pour innover, il faut qu'on t'aide à innover. Donc, tu sais que si tu le fais, il y a des avantages au début de profiter de ce que tu as fait, et que peut-être il y a des prix, etc., où
où tu ne vas pas payer pendant une petite période, etc. Là, tu vas pleinement profiter de tes découvertes, tout simplement. L'université, maintenant, l'enseignement supérieur, de manière générale, le numérique a plusieurs avantages. Donc, on connaît au Sénégal, il y a Campus qui est un peu une résultante de cette possibilité de vous orienter en ligne. Ça permet de mieux gérer les effectifs. Ça aide aussi pour les outils pédagogiques. Madame le recteur a parlé de la formation à distance, qui est une réalité à l'université de Thiès, et une meilleure gestion du personnel. L'autre point important ici pour l'université, c'est de revoir régulièrement les offres de formation et les axes de recherche en rapport notamment avec les TIC. Mais l'accent doit être mis, comme je viens de finir par quelques recommandations, l'accent doit être mis sur les compétences transversales et les capacités d'adaptation et de reconversion. Ça, c'est extrêmement important. Il est important aussi de faire un meilleur ciblage en matière de connaissances et de compétences. Je pense que c'était l'objet du colloque international qui a été organisé ici récemment. Il est aussi important d'avoir des systèmes d'information et de management. Dans beaucoup de ministères aujourd'hui, c'est une réalité. Ça permet quelque part d'avoir une efficience de l'utilisation des ressources disponibles. Parce qu'avec le numérique, c'est plusieurs opportunités à la fois pour l'État et pour le secteur privé. Je prends un exemple. Aujourd'hui, bien que la visite des chantiers, etc., que les enfants ou les rencontres pour se former, renforcement des capacités, on peut utiliser l'outil numérique, faire des choses à distance et favoriser ce qu'on appelle souvent au niveau de l'école primaire, notamment l'atteinte du canton horaire, notamment, parce qu'il y a beaucoup de déplacements qui peuvent être réduits en utilisant ces systèmes d'information et de management. Il est aussi important de mettre en réseau les différents acteurs. Il a parlé par le secteur privé, il doit contribuer, et l'unité du secteur public, les différents utilisateurs, on peut les mettre en réseau pour favoriser une meilleure efficacité du dispositif. Il est important, surtout pour l'université, de mettre l'accent sur la promotion de l'interdisciplinarité. Tout simplement, aujourd'hui, on souvent laisse que c'était ça. Et l'université a organisé ici un concours en entrepreneuriat pour les jeunes. Et j'ai été désigné comme président de jury, je me souviens. Il y avait beaucoup de projets et des étudiants qui sont en santé avec notre projet, ceux qui sont à l'EMSA avec notre projet. Et souvent, ce n'est pas comme ça que ça marche. En réalité, il est souhaitable de temps en temps que les établissements se rencontrent pour voir ce qu'ils peuvent faire ensemble. Si certains disent que moi je m'occupe seulement de la médecine aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour les médecins. C'est pourquoi même si vous entendez le ministre de la Santé et de la Protection sociale, c'est beaucoup d'enjeux en amont et en aval. Donc sur ce, je voulais m'arrêter ici et vous remercier en attendant vos questions et vos suggestions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Aujourd'hui, à l'Université de Thiès, je remercie donc Madame la recteur de nous accueillir, de nous donner l'opportunité d'échanger tous ensemble sur ce sujet très important et qui est devenu central dans la réforme de l'enseignement supérieur, mais qui est central dans les missions de l'enseignement supérieur. Je veux parler en particulier de l'entrepreneuriat, c'est une mission de l'enseignement supérieur, mais aussi qui est très très important pour le développement et le développement de notre pays. Je vais montrer le sujet en commençant du point de vue global. Et du point de vue global, je pense qu'il y a une diapo qui arrive tout de suite. Le patchwork que vous voyez en couleur, c'est ma vision du monde. On pourrait, si on était un peu plus artiste, peut-être représenter autrement ce monde, pas comme juste une sphère, un ensemble de patchwork qui interagissent, parce que finalement, si on a bien y regarder, il n'y a plus de frontières. Il y a quelques jours, les Chinois ont visité la phase cachée de la Lune. Il y a quelques jours, les Américains sont allés à 4 milliards de kilomètres de la Terre et ont mis un robot qui nous a envoyé les images d'un astéroïde.
et encore, vous avez parlé des jeunes qui aujourd'hui nous ont montré des choses intéressantes, parce qu'il faut aussi le dire, et aussi faire remarquer que aussi l'invention, l'innovation, c'est pas chez nous, mais c'est aussi des difficultés, c'est l'industrialisation qui nous a permis d'accéder à l'énergie et certainement aussi à maîtriser avant l'énergie et l'agriculture, bien entendu, mais aujourd'hui à faire de l'agriculture autrement et à produire pour nourrir une planète qui en tout cas se peuple davantage, et en particulier nos pays. Et c'est tout cela qui interagit et qui nous fait dire donc effectivement que ce monde n'a plus de frontières et que oui, il faudra certainement, même pour sauvegarder son existence, en tout cas en tant que société, en tant que nation, avoir beaucoup de, comment dirais-je, en tout cas d'imagination et certainement aussi travailler à être au même niveau que tout le monde. Je pense qu'il sera impossible de sauvegarder même des cultures dans le futur si on ne prend pas en compte cette dimension numérique, on la considère donc au centre. Le déplacement depuis Dakar, participer à cet échange. Je voudrais également saluer la présence du coordonnateur régional de l'UVS, parce que l'Université virtuelle du Sénégal est un partenaire des Mardis du numérique, donc depuis l'avènement de ce concept. Enfin, je voudrais saluer l'ensemble des étudiants présents ici, notons la présence des élèves ingénieurs de l'École polytechnique de Thiès, des étudiants de l'UVS, de l'IADL, de l'ISM, de Sudeco, de Orbit Informatique, du CRE, de IPAIM, de l'UCAO et bien sûr les étudiants de l'Université de Thiès. Alors, après ces propos de bienvenue, je voudrais, comme il est de tradition, lorsque nous organisons cette séance des Mardis du numérique, partager avec vous quelques clés de réflexion par rapport au sujet qui nous réunit. Nous parlons d'innovation, d'entrepreneuriat et des défis de l'enseignement supérieur. Je vais préparer quelques slides qui me permettront de passer en revue. On peut passer à la prochaine diapo pour la personne qui m'a dit. Vous pouvez descendre tout le contenu de la diapo, comme ça ce sera plus simple. La première question qu'on se pose, c'est pourquoi faut-il innover? Donc je commence forcément par l'innovation parce que c'est peut-être la clé aujourd'hui de ce dont nous allons discuter. Pourquoi il faut innover? Parce que nous sommes dans un monde qui change et je pense que c'est facile à observer par chacun d'entre nous. Il change d'abord par le rapport des nations entre elles. Les rapports de force ne sont plus ce qu'ils étaient. Il y a une nouvelle géopolitique qui se décide pour ceux qui observent l'actualité. Et ce changement, il va induire des pistes nouvelles pour les opportunités, mais également des risques nouveaux. Pourquoi également il faut innover? Parce qu'on perçoit que les frontières sont en train de se redessiner. Autrefois, lorsqu'on parlait de souveraineté, on parlait d'une notion qui s'appliquait à la fois sur un territoire et sur une population. Aujourd'hui, force est de constater que la notion de souveraineté ne s'exerce même que partiellement sur un territoire, mais elle n'a plus la force de s'exercer sur une population. Et l'exemple que je donne à chaque fois, c'est de dire Facebook, sans doute, connaît mieux les Sénégalais que l'État du Sénégal. Il connaît leurs préférences, il connaît leur comportement, il connaît leurs émotions, puisqu'on a à peu près 3 millions de comptes Facebook au Sénégal, et l'État du Sénégal n'est pas outillé à la hauteur de cet acteur qui n'est pas un acteur inclus dans le dispositif de choix. Donc c'est une évidence, pas seulement dans une relation nord-sud, même dans les relations nord-nord, et même dans les relations sud-sud. La quatrième considération, c'est le marché. Parce que ce qui fait vivre une entreprise, c'est le marché. Et jadis également, le marché était défini comme étant applicable sur un territoire. Et aujourd'hui, on se rend compte que la liberté de pouvoir consommer au-delà de son marché est une réalité. Et même pire, les régulations qui peuvent être mises en place par rapport à certains marchés ne s'appliquent plus. Je prends l'exemple de l'audiovisuel.
dans l'audiovisuel, on a un haut conseil, on a des instruments de régulation, mais vous regardez ce que vous voulez et vous voulez. Donc vous n'êtes pas soumis à cette régulation qui est pourtant faite pour organiser et protéger les populations. Et enfin, le dernier fait important, c'est que le client, c'est un mot assez barbare, qu'on ne devrait pas utiliser dans cette enceinte universitaire, mais appeler ça tout simplement de passer d'une chose à l'autre sans que la personne ait le temps de pouvoir s'adapter. Ça veut dire qu'une entreprise qui ne s'adapte pas, elle peut perdre sa clientèle dans un temps très court. Dans l'audiovisuel, c'est arrivé, peut-être même chez nous, ça arrivera, parce que si vous voyez bien les histoires de Canal+, et tout ça par rapport à l'ouverture sur le net, c'est des choses qui peuvent être sérieusement bouleversées. Donc, innover, c'est pour ne pas tomber dans les travers de ces changements qui sont radicaux et qui sont importants et qui sont universels et qu'on ne peut pas continuer en tant qu'État, parce qu'aucun État n'a la souveraineté pour contenir cela. On pourra parler tout à l'heure de l'exception d'une exception chinoise, mais qui est une exception basée sur une vision stratégique bien structurée. D'après chinois. On peut également tout descendre. Alors, ça veut dire qu'il faut inventer des opportunités, parce qu'on ne peut pas innover s'il n'y a pas d'opportunités. Mais les opportunités, elles ne sont plus des choses qui sont là, mûres devant soi pour être exploitées. On invente des opportunités. Vous avez bien vu qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises qu'on identifie comme étant les plus grandes du monde n'existaient pas 20 ans en arrière. Et donc, elles ont pu inventer un modèle pour pouvoir aujourd'hui être des leaders mondiaux. Et à ce moment-là, il y a deux approches faciles. Il y a deux approches faciles, d'autres difficiles. La première approche, c'est toujours de justifier pourquoi on ne fait pas des choses. Et il y a toujours des justifications qui sont très valables. Et la deuxième approche, c'est de construire un avenir en se basant sur les opportunités. C'est celle-là qui vous concerne, parce que vous êtes des jeunes étudiants, et votre avenir, malheureusement, c'est nous qui devons baliser la voie pour que vous puissiez l'avoir contre commun. C'est toujours comme ça, il y a une génération qui travaille pour l'autre. Et la responsabilité de notre génération aujourd'hui, c'est de faire en sorte que quand vous serez en âge de pouvoir être aux fonctions essentielles, que votre environnement ait été préalablement préparé par vous-même. Et donc, ce dont nous allons discuter aujourd'hui vous interpelle par votre responsabilité, vous interpelle par votre avenir. Next. Descendre. On va passer donc au défi des compétences. Je pense que le monde, dans son évolution que j'ai indiqué tantôt, était parti sur une logique de domination par la force. En ce temps-là, nous avons été soumis à la colonisation, nous avons été soumis à l'esclavage. Et puis, quand la force c'était plus trop civilisé, on est passé par un autre mode de domination par les ressources, où on a vu que pas mal de pays du Sud, que ce soit en Afrique, en Amérique latine, leurs ressources ont servi à consolider des économies qui étaient plus fortes. Je dis toujours que Total étant l'une des entreprises pétrolières les plus grandes du monde, et la France n'a pas de puits pétrolier et une évocation de cela. Mais la chance que nous avons, c'est que là, nous sommes en l'ère de la domination par les compétences. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est le savoir. Et pour la première fois, nous entrons dans une ère où il y a une sorte d'équivalence entre nos économies, nos pays, et les pays traditionnellement du Nord, qui étaient toujours en avance par rapport à nous. Et donc, c'est un gros défi. Nous avons aujourd'hui l'approche classique par rapport à ces compétences. C'est ce que nous faisons et c'est ce que font l'essentiel des pays. Il y a de façon embryonnaire des approches de rupture. Je vous en veux preuve l'Université du Sénégal. Le Sénégal a réfléchi. Le Sénégal s'est engagé dans cette voie. Le Sénégal n'a pas copié, il n'a pas attendu qu'un modèle soit validé sur le plan international pour pouvoir le mettre en œuvre. Il est allé dans cette approche de rupture. Avec des difficultés, bien entendu, au début, mais ces difficultés vont s'estomper et le gain de compétitivité que nous avons pris en empruntant ce chemin sera sans doute demain valorisé. Et il y a les transitions infinies, c'est le plus grand danger. C'est de dire oui, on va faire, mais on fera demain et lentement. Parce que quand on dit on fera demain et lentement, le problème c'est que demain va changer et que donc le lentement ne sera plus simple. Donc c'est des approches qu'on aura peut-être l'occasion de discuter. Mais aujourd'hui, moi en tant que responsable d'entreprise, parce que par ailleurs, en représentant, on a annoncé comme le président de l'African Performance Institute,
Par ailleurs, j'occupe les fonctions d'administrateur général de BN2000, donc une entreprise qui opère dans le numérique. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, quand une personne présente un CV, ce qui nous intéresse le plus, c'est son expérience et ce qu'elle peut faire. Si vous avez le niveau BFM et que vous avez travaillé pour pouvoir programmer dans les langages que nous utilisons et que vous avez 5 ans d'expérience dessus, vous pouvez peut-être plus vous intéresser qu'un ingénieur qui vient de sortir. Donc, c'est dans cette ère en fait, de la compétence, il faut que le milieu de l'éducation, université publique ou école privée, sache que la plupart des entreprises attendent des compétences achevées plus que des diplômes qui ont leur valeur. C'est vrai. Moi, je suis issu d'un monde où sans diplôme, on ne valait rien. Vous, vous êtes issu dans un monde avec un diplôme, vous ne valez pour l'instant rien. Il faut que vous ayez des compétences. Et le pire, c'est que ces compétences-là ne sont pas des compétences définitives. Elles vont changer. Tous les 5 ans, vous devez vous recycler. Donc ça, c'est le défi de votre temps. Le diplôme, c'est quelque chose qu'on va considérer comme acquis. La compétence, c'est la distinction qui va être faite en vous. Next. Vous avez dit 10 minutes, mais je pense que je suis un peu plus long. Et je ne suis pas loin de conclure. Alors, quels sont les défis de l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat aussi, c'est une question très compliquée. Parce qu'on veut que les jeunes qui n'ont pas été formés pour entreprendre deviennent des entrepreneurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous gérons avec nous le directeur exécutif du Club sénégalais des investisseurs. Parce que l'entrepreneuriat, ça s'apprend, théorie, mais aussi par la pratique. Et le lien qu'il faut entre les entreprises et les jeunes étudiants qui ont pour vocation de plonger dans l'entrepreneuriat est un lien qui n'est pas aujourd'hui normé et chacun doit user de ses relations personnelles. Je suis un partisan qui dit qu'il faudrait même qu'on fasse une loi qui oblige le droit au stage. Je ne peux pas considérer qu'un étudiant qui a terminé son cursus, par le simple fait qu'il n'a pas les relations qu'il faut, ne puisse pas accéder à un stage qui lui permet de mettre en confrontation ses théories et la réalité professionnelle de l'entreprise. Et je pense que chaque entreprise doit avoir l'obligation, en fonction de ses effectifs, d'accorder des stages sur une base transparente à des étudiants qui sortent du système éducatif national. Ensuite, il y a l'accompagnement. Souvent, on pense que le financement est suffisant, mais on se rend compte que le financement est sans doute la variable la moins compliquée pour la réussite dans l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'agences dans notre pays qui œuvrent aujourd'hui pour l'entrepreneuriat numérique ou non numérique. Et on a un sérieux problème de cohérence parce que ce qui se passe la plupart du temps, c'est qu'on a un même jeune qui bénéficie de 4 ou de 5 soutiens, alors qu'il y a 10 jeunes à côté qui n'ont jamais été soutenus. Parce que soit ils se disent c'est pas pour moi, ça c'est un défaut des jeunes. Ils voient à la télé qu'il y a la délégation à l'entrepreneuriat qui donne des financements. Mais ils restent chez eux. Ils pensent que ces financements-là sont déjà donnés à des gens. La plupart des choses qui sont disponibles dans ce pays, c'est pour vous. Mais seulement, il faut que vous alliez vers ces choses et que vous ne dites pas non, ça c'est pas pour moi. Sans doute qu'ils ont déjà tout donné. Le gros problème, c'est les marchés. Et je pense que le secteur privé demande toujours au gouvernement d'en faire plus, parce que ce qui fait vivre une entreprise, c'est les marchés, et dans le pays, le premier acheteur, c'est l'État. Et si l'État achète des choses que fournissent les entreprises sénégalaises vont prospérer, vont payer des impôts et vont créer des emplois. Si l'État achète des choses qui ne nourrissent pas les entreprises sénégalaises, elles seront en difficulté, elles ne pourront pas payer d'impôts et elles ne pourront pas introduire de l'emploi. Donc le rôle de l'État est structurant. On a des pays comme la Malaisie, où c'est des lois, c'est clair. L'argent public va servir au développement des entreprises nationales. Au Sénégal et dans la plupart des pays francophones, cette culture-là n'est pas encore bien rentrée parce que l'État parfois reproche au secteur privé de ne pas avoir les compétences qu'il faut et le secteur privé reproche à l'État de ne pas lui accorder des marchés. Mais ce qui est clair, c'est que la dépense publique, si elle ne sert pas les entrepreneurs nationaux, la crise de l'emploi et de l'entrepreneuriat va perdurer. Parce qu'on ne peut pas prendre la dépense publique et une bonne partie de cette dépense publique sert les entreprises étrangères. Et moi, je prends souvent la peine de dire qu'aucune entreprise sénégalaise ne peut construire un pont en Allemagne ou
l'Autriche. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas autorisé. Ils ont d'abord la préférence nationale, ensuite la préférence européenne. Aucune entreprise sénégalaise ne peut construire une autoroute en Chine, même si elle est qualifiée pour le faire. Mais l'Afrique, pour l'instant, demeure une terre ouverte. Nous n'avons pas inventé le minéralisme, nous en sommes les meilleurs élèves. Mais ça, c'est une question qu'il faut se poser pour votre avenir à vous. Est-ce que c'est un modèle durable ou pas? Enfin, il faut un écosystème. L'écosystème, c'est ce qui permet de pouvoir mettre en musique toutes les possibilités pour pouvoir maximiser en fait la mise en œuvre. Alors, je passe au next. La question que certains d'entre vous se posent ou ne se posent pas, c'est est-ce que je vais être un chef d'entreprise ou est-ce que je vais être un salarié? C'est une question que nous nous sommes tous posés, mais elle est plus d'actualité aujourd'hui pour votre génération, parce que vous voyez que les startups aujourd'hui peuvent exploser, passer du petit pilier dans une chambre étudiante et devenir une réalité nationale. Et donc, c'est une question à laquelle vous devez savoir répondre. Comment vous allez pouvoir y répondre? C'est de très tôt nourrir la logique d'entrepreneuriat. Moi, je dis le meilleur âge pour entreprendre, c'est quand on n'est pas encore marié et qu'on n'a pas de famille. Et que donc, si on tombe, on se laisse tout seul, on peut se lever. Et une fois qu'on est dans le système de famille, c'est difficile d'entreprendre parce que c'est difficile d'échouer, il y a des conséquences. Et donc, à mon avis, lorsqu'on est jeune, il faut faire tout ce qu'il faut entreprendre. On sait que 80% des entreprises échouent. Dans le monde, ce n'est pas les statistiques sénégalaises. Mais ce n'est pas grave. Le premier échec est un signe de réussite. Parce que c'est comme ça qu'on compte ceux qui ont réussi. Il n'y a aucune personne qui s'est levée le matin de sa chambre et qui a réussi la première chose. Ça n'existe pas. Mais le premier échec est un enseignement. Et c'est pour ça qu'il faut le faire. Si vous ne vivez pas le premier échec, vous avez manqué de vivre la première expérience. Et si vous voyez vraiment les échecs se répètent, alors là, allez vers l'entreprise. Mais n'attendez pas d'avoir 35 ans, d'avoir commencé une vie de salarié et de vous dire non, finalement, je veux accélérer mes revenus et j'ai besoin d'entreprendre. Parce que c'est ça le plus grand. Quand on a pris une voie et qu'on est hésitant. Si vous êtes des professionnels, soyez jusqu'au bout. Si vous êtes des entrepreneurs, tentez les coups, cassez-vous les dents, mais n'insistez pas pour un, comme je dis. Un échec, c'est super. 2 échecs, c'est normal. 3 échecs, on réfléchit. 5 échecs, on abandonne. Parce qu'il ne faut pas aussi être habitué à l'échec, ça finit mentalement par déstructurer le sens en fait de l'initiative. Et je termine par le dernier diapo. Ça, ce n'est pas moi. La suite. Voilà, c'est avec ça que je termine. En disant que le plus grand danger, c'est de dire je ne peux pas le faire et en même temps je ne peux pas laisser les autres le faire. Ça, c'est une sorte de conservatisme qui va venir à l'initiative. Mais ça, c'est une question qui interpelle les gens de ma génération, qui ne vous interpellent pas. Parce que comme je l'ai dit tantôt, on doit vous ouvrir l'avenir. Et pour vous ouvrir l'avenir, il faut qu'on ait des réflexions qui dépassent nos personnes et qui se positionnent dans votre temps. Et c'est ça le sens de responsabilité. Voilà, madame le recteur, messieurs les professeurs, directeurs généraux, chers étudiants, chers invités, il y a quelques questions que nous voulions lancer à l'entame de ce débat, en espérant que les discussions nous permettront de les approfondir, parce que les marques du numérique, ce n'est pas pour trouver des solutions, c'est pour poser des bonnes questions. Après les solutions, c'est ceux qui sont en charge de les mettre en œuvre qui doivent les aider. Je vous remercie. Le vice-recteur, professeur Salif Gaye, monsieur le secrétaire général de l'Université de Thiès, monsieur Cheikh, ancien directeur général du Soleil, directeur exécutif du Club des investisseurs du Sénégal, professeur Ibrahim Thiam, maître de conférence agrégé à l'Université de Thiès, monsieur le coordonnateur régional de l'Université virtuelle du Sénégal, monsieur le directeur des études, des innovations pédagogiques et de la vie universitaire, monsieur le coordonnateur du gré de Thiès, professeur Talagé, directeur de la coopération, monsieur Correa, docteur Correa, responsable de la DIR, la division de l'insertion et des relations avec les entreprises,
Madame la directrice de la communication et du marketing de l'Université de Thiès, Madame la responsable administrative de l'incubateur de l'Université de Thiès, Monsieur le chef du département d'informatique de l'UFR 7, Monsieur le directeur du patrimoine, de l'environnement et de la sécurité de l'Université de Thiès, Monsieur le directeur de l'école doctorale de l'Université de Thiès, Dr Aya Maïna de l'UFR 16, Mesdames, Messieurs les membres du personnel d'enseignement et de recherche, Mesdames, Messieurs les représentants du personnel administratif, technique et de service de l'Université de Thiès, Mesdames, Messieurs les élèves ingénieurs de l'École polytechnique de Thiès, Mesdames, Messieurs les étudiants de l'UVS, de IADL, de ISL, de Subdeco, d'Orbite Informatique, du CRE de Thiès, de IPAI, de l'UCAO, les doctorants de l'école doctorale de l'Université de Thiès, chers étudiantes, chers étudiants, Mesdames, Messieurs les journalistes. L'Université de Thiès s'honore, Monsieur Diagne, au plus haut point, de vous recevoir ce matin et d'abriter cette conférence des mardis du numérique sur le thème Innovation et entrepreneuriat dans l'économie numérique, les défis de l'enseignement supérieur. Cette importante rencontre scientifique nous conforte dans nos orientations stratégiques et dans notre volonté de faire de l'Université de Thiès une université numérique ouverte au service de la communauté et en phase avec les aspirations des principaux acteurs de la société. En effet, nous avons organisé en 2018 à l'Université de Thiès 3 grandes manifestations allant dans le même sens que celle qui nous réunit ce matin. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation nous avait d'ailleurs honoré de sa présence pour ces manifestations et pour l'une d'elles, il s'était fait représenter au plus haut degré puisque c'est le directeur général de la recherche et de l'innovation ici présent qui l'avait représenté. Il s'agissait en effet de réfléchir sur les profondes mutations que le numérique implique pour l'employabilité des jeunes, que le numérique implique pour l'enseignement, pour la recherche, pour l'innovation. Nous avions organisé un symposium en collaboration avec la Société des Amis de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal le 28 avril 2018 sur le thème Promotion de l'enseignement des sciences et des techniques pour accroître l'employabilité des jeunes et accélérer la capture du dividende démographique au Sénégal. L'organisation de la 2e édition des doctorales de l'Université de Thiès, les 26 et 27 juin 2018, qui a vu la participation de la communauté scientifique nationale et internationale, s'inscrivait également dans le même sillage. Plus récemment, nous avons organisé du 12 au 14 décembre 2018 un colloque international sur la vision prospective de la formation pour les métiers du futur dans l'enseignement supérieur. Cette 3e manifestation a permis de mesurer l'importance des nouvelles dynamiques dans les différents secteurs d'activité pour mieux anticiper sur les métiers du futur et réorienter les offres de formation au niveau de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, vous l'avez dit, M. Diagne, avec le développement du numérique, des changements majeurs interviennent dans les différents secteurs
notamment en ce qui concerne les méthodes d'organisation, de production, de commercialisation et entre autres. Le numérique bouleverse tous les domaines de la connaissance, de la recherche et de l'innovation, et les 4 pôles qui constituent notre université. Par souci de jouer une part active dans la marche de notre pays, s'interroge sur l'agriculture de demain, sur la médecine de demain, sur la technologie de demain, et enfin sur les sciences économiques et sociales de demain. Au-delà du slogan, nous devons tous œuvrer pour que la révolution du numérique ne se fasse pas sans le Sénégal et sans l'Afrique. Les formations universitaires devront sans cesse être revues pour mieux prendre en compte les profonds changements liés à la révolution numérique et mieux identifier les niches d'emploi et les compétences nécessaires. Je tiens donc, pour finir, à féliciter les initiateurs de cette rencontre qui favorisent une meilleure connaissance des enjeux et des défis de l'économie numérique dans l'enseignement supérieur et une meilleure synergie des interventions des différents acteurs. Je remercie aussi et félicite le comité de pilotage dirigé par le directeur de l'école doctorale Développement durable et société de l'Université de Thiès et tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à l'organisation de la présente rencontre. Je déclare donc ouverte la 11e conférence des marquis du numérique sur le thème Innovation et entrepreneuriat dans l'économie numérique, les défis de l'enseignement supérieur. Je vous remercie de votre attention.